Merci à tout le monde d'être là. On est à peu près 130 ce matin présents, en tout cas inscrits. On va voir combien de gens vont être présents, mais inscrits 130. Dans le fond, on voit que même après une année de bouleversement pandémique, on est toujours habité par les mêmes questions sur l'état et l'évolution de l'économie, quel impact cela aura sur les parties prenantes, entre autres les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs. C'est donc pour faire clarté sur ces interrogations que nous avons invité l'économiste en chef de la BDC à venir vous parler ce matin. Il va y avoir deux grands temps à notre rencontre. Dans un premier temps, Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de la BDC, va brosser le portrait de la situation économique actuelle, présentera les perspectives pour 2021, nous parlera de comment la COVID change les habitudes des Canadiens et nous entretiendra sur quelles sont les priorités des PME dans ce nouveau contexte d'affaires. Dans un deuxième temps, on a voulu vous laisser la parole. Donc, vous allez avoir le temps de poser des questions ou faire vos commentaires. Questions directement pour Pierre. Donc, à la fin de la présentation, je vous demanderai de garder vos questions pour la fin de la présentation. Vous pourrez me signifier votre désir de poser une question en l'indiquant votre nom dans le chat au bas de l'écran. Pourquoi le chat plutôt que de lever la main? C'est que si on est réellement 130 personnes, ça va être plus facile en termes de logistique de gérer le chat. Donc, je vous laisserai vous-même poser votre question lorsque je vous donnerai la parole et vous pourrez vous nommer votre entreprise, bien sûr. Donc, on a un 75 minutes ensemble qui va être très informatif et stimulant et je vous souhaite de participer à ce moment en pleine présence, c'est-à-dire en résistant à la tentation de prendre vos courriels et de répondre à vos textos sur vos cellulaires, ce qui n'est pas nécessairement facile. Je vous informe aussi que la rencontre est enregistrée afin de nous permettre de l'offrir en rediffusion au plus grand nombre possible d'entrepreneurs. Alors voilà, mais sans plus tarder, on est prêt maintenant à entendre M. Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de la BDC. Pierre a été nommé vice-président recherche et économiste de la BDC économiste en chef de la BDC en 2012. Il dirige une équipe d'experts qui analyse les données économiques afin de repérer les tendances commerciales et sectorielles qui touchent les entreprises canadiennes. Conférencier chevronné, il aide les propriétaires d'entreprises à comprendre les risques et les occasions que recèle le contexte économique. Alors Pierre, c'est avec un grand intérêt que nous allons vous écouter ce matin pour les 30 prochaines minutes. Bonne présentation. Merci Martine. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vous devriez voir ma présentation présentement. Ma présentation a trois parties. D'abord, je vais parler un petit peu où est-ce que nous en sommes en termes de la reprise économique. Deuxièmement, à quoi on doit s'attendre pour 2021, donc nos prévisions. Et la troisième partie, nous sommes déjà à regarder à quoi va ressembler notre environnement d'affaires après la pandémie. Donc, je vais terminer là-dessus. Commençons par où est-ce que nous en sommes. En fait, comme vous le savez, la COVID-19 a un impact important sur l'économie mondiale. La Chine sera le seul pays majeur à connaître une croissance en 2020. Tous les autres pays, là, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Canada, ont connu une contraction de leur économie en 2020. Et certains pays, comme le Royaume-Uni, ont connu une contraction là, vraiment majeure de près de 10%. Donc, on voit que la COVID-19 a eu un impact définitif là, sur les économies. Il y a par contre il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est en fait la récession elle est différente. La reprise, les économies rebondissent beaucoup plus rapidement que les autres récessions qu'on a connues auparavant. Par exemple, la production industrielle mondiale est déjà revenue à son niveau d'avant la crise, alors qu'en 2008-2009, ça avait pris 2 ans avant de revenir au niveau. Donc, on voit que la récession est différente. C'est pas une crise financière, c'est pas non plus un boom immobilier qui a mal tourné aux États-Unis, comme on le connaît en 2008-2009. C'est en fait une récession qu'on s'est imposée pour limiter la propagation du virus, pour protéger les systèmes de santé. Les gouvernements mettent des restrictions sur leur économie et ça fait que ça crée une récession. La bonne nouvelle, c'est que quand on enlève les restrictions, ça revient très rapidement. C'est ce qu'on a appris en 2020 et je vais vous montrer ça à travers la présentation pour arriver à une prévision qui va tenir compte de ce fait-là. Donc, une récession, oui, mais une récession différente de ce qu'on a connu dans le passé.
le commerce mondial s'est relevé aussi très rapidement. Nous sommes déjà à un niveau plus élevé qu'on était avant la crise, contrairement à 2008-2009, là où ce que ça a pris beaucoup plus de temps. Les États-Unis, comme vous savez, les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial. 70% des exportations québécoises vont au sud de la frontière. C'est encore plus au Canada. Dans l'ensemble, pour le Canada, c'est 75%. Donc, c'est un pays qui est très important pour nous. Et la situation était très difficile aux États-Unis. Ce que vous voyez, c'est en bleu, c'est le nombre de cas par million d'habitants. En rouge aux États-Unis, en bleu, ou en rouge au Canada. Donc, vous voyez que la situation était très difficile au niveau de la COVID aux États-Unis. Ils ont eu un nombre de cas beaucoup plus important que nous. Et ça a eu un impact important sur l'économie. Les Américains ont perdu 20 millions d'emplois durant le premier confinement. La reprise initiale a été assez bonne. Ils ont récupéré la moitié de ces emplois-là assez rapidement. Mais depuis plusieurs mois, à cause du nombre de virus, du nombre de cas de COVID-19, leur économie stagne. Ils n'ont pas été capables d'améliorer la situation de l'emploi depuis plusieurs mois à cause du nombre de cas qu'ils ont. Les ventes de détail ont quand même rebondi. Il y a eu quelques programmes du gouvernement américain qui ont aidé à la consommation et ça a contribué là, à stabiliser la situation. Cependant, ceci dit, donc la situation n'est pas facile aux États-Unis, mais nous sommes quand même très confiants pour cette année pour deux raisons. D'abord, M. Biden, lorsqu'il est arrivé comme président, il a annoncé qu'il voulait vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours de sa fonction. Et en fait, il va le faire, mais en 60 jours. La vaccination va très, très bien aux États-Unis. Ils vaccinent des millions de personnes par jour. Ils produisent évidemment le vaccin Pfizer, donc ils ont accès à un volume de vaccins très important. Donc, et la vaccination, c'est la clé pour la reprise de cette récession. Donc, premier élément. Deuxième élément, M. Biden a aussi été capable de faire accepter un programme de 1900 milliards qui va vraiment avoir un impact positif sur la relance. Et ce programme-là, donc, va distribuer de l'argent aux Américains. Il y a différents programmes, mais le plus important, c'est qu'il y aura un chèque distribué à chacun des Américains. Donc, ça va stimuler la croissance. Et par rebond, ça va aider aussi l'économie canadienne. Donc, nous sommes plutôt optimistes. On n'est pas les seuls. Les entreprises américaines ont beaucoup confiance en l'avenir de l'économie américaine. On le voit aussi sur les marchés boursiers. Comme vous savez, les marchés boursiers ont beaucoup pris de la vigueur au cours des derniers mois. Donc, il y a beaucoup d'optimisme pour l'économie américaine et notre prévision, c'est que l'économie va augmenter de 5,5 % cette année. Donc, on s'attend à une relance très forte aux États-Unis en 2021 et il y a déjà 40 % des Américains qui sont vaccinés. Donc, on est très confiant que ça va se faire dans les prochains mois. Là, on devrait avoir vraiment une relance importante. Le Canada maintenant, la situation a été difficile au Canada aussi. Particulièrement sur le côté des entreprises, 76 % des PME ont vu une diminution de leurs ventes. 45 %, imaginez presque la moitié, ont dû faire des mises à pied durant 2020. Et 39 % des entreprises ont vu leur taux d'endettement augmenter. Donc, beaucoup d'entreprises ont dû s'endetter en 2020 pour passer à travers cette crise. Donc, la situation a été difficile pour les entreprises. C'est très difficile aussi pour les Canadiens. Il s'est perdu 3 millions d'emplois au Canada. On le voit sur le graphique, la reprise initiale, elle était forte. Donc, au cours de l'été dernier, on a récupéré une bonne partie de ces emplois. Il y a eu une deuxième vague et vous voyez là, la baisse de l'emploi qui s'est fait au mois de janvier. En fait, au mois de janvier, au Canada, on a perdu 200 000 emplois lorsque le Québec et l'Ontario se sont reconfinés. Ça a eu un impact directement sur l'emploi. Et là, au mois de février, ça s'est amélioré. La bonne nouvelle pour le Canada, c'est que la reprise, en fait, elle est plus forte ici que dans les autres pays développés. Ici, je compare avec les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui à 97 % du niveau d'emploi d'avant la crise, comparativement à 94 % pour les États-Unis. Donc, on s'est relevé plus rapidement et on a mieux récupéré ici. Il y a deux raisons à ça. D'abord, on a mieux contrôlé le nombre de cas au Canada. Oui, je sais que quand on regarde le nombre de cas ici, on a l'impression que le nombre de cas est élevé, mais en fait, quand on se compare, on performe très bien.
Deuxième raison, c'est que les gouvernements ici ont été très rapides et ils ont dépensé beaucoup pour aider les Canadiens et aider les entreprises canadiennes. Par exemple, les transferts aux ménages à travers les différents programmes ont augmenté de 58 ou de plus de 60 milliards juste au premier trimestre de la crise. La conséquence de ça, c'est que le revenu disponible des Canadiens a augmenté. Le revenu disponible, c'est l'ensemble des revenus qu'on reçoit, soit de salaires, de dividendes, de pensions et de programmes gouvernementaux. Donc, ce qui a augmenté depuis un an, c'est les programmes gouvernementaux. Ils ont augmenté, le revenu disponible a augmenté de 7,7 %. Donc, en fait, ça, c'est un peu l'argent qu'on a dans nos poches. Les Canadiens ont plus d'argent dans leurs poches aujourd'hui qu'au début de la crise. Donc, ça a beaucoup aidé à la relance. Et, je m'excuse, je suis allé trop vite. On le voit, les ventes de détail se sont relevées très rapidement au Canada et ont continué d'être plus élevées qu'avant la crise. Donc, les programmes gouvernementaux ont aidé à la relance et ça l'a bénéficié, évidemment, beaucoup de Canadiens ont bénéficié de ça. 29 % des Canadiens ont utilisé un des programmes du gouvernement fédéral. 73 % des entreprises ont utilisé un des programmes du gouvernement fédéral. Donc, on voit que les programmes là, ont été vraiment très, très, très utilisés. La crise, elle a été très différente d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs qui n'ont pas connu de baisse, le secteur de l'agriculture, par exemple, les secteurs des technologies de l'information qui ont pas connu de baisse, presque pas. L'immobilier, je vais y revenir, mais on le voit là, sur le graphique, ça n'a pas baissé beaucoup. Il y a des secteurs qui ont baissé beaucoup, mais qui se sont relevés rapidement. C'est le commerce de détail, par exemple. La fabrication s'est relevée, dépendamment de quel secteur, puis je vais en parler un peu plus loin, s'est relevé assez rapidement. Le secteur de la construction s'est relevé aussi assez rapidement. Il y a des secteurs, par contre, qui ont eu plus de difficultés. C'est le cas de tout ce qui est relié au tourisme. Les conférences, l'art et spectacle, ils sont vraiment en deçà. Là, ils sont à peu près à 50 % du niveau d'activité économique d'avant la crise. Donc, c'est une baisse importante. Hébergement et restauration, comme vous savez, beaucoup de restrictions sur ce secteur-là. Donc, ça fait en sorte que c'est un secteur qui a beaucoup plus de difficultés. Donc, la relance, elle est très différente d'un secteur à l'autre. Ça dépend des restrictions qu'on a imposées sur l'économie. Au Québec, maintenant, bien, voici où est-ce que nous en sommes. Nous avons perdu 830 000 emplois durant le premier confinement. On a récupéré la majorité de ces emplois. Tout comme le Canada, là, il y a eu une deuxième vague ici, donc on a perdu 100 000 emplois au mois de janvier. On les a récupérés, les 100 000 emplois, au mois de février. Il nous reste là 130 000 emplois à récupérer. 86 % de ces emplois sont dans l'hébergement, la restauration et tout ce qui est événementiel, là, conférences, art et spectacle, etc. Donc, la reprise, elle est aussi bien amorcée ici. On voit que le taux de chômage, qui était de 4,5 % avant la crise, donc un taux de chômage très bas. En 4,5 %, c'était le plus bas taux de chômage au Québec depuis 40 ans. Il est monté, imaginez, jusqu'à 17,6 % et là, il est redescendu, il est à 6,4 % en deçà de la moyenne canadienne. La reprise ici, elle est très différente d'un secteur à l'autre. On voit que certains secteurs sont déjà retournés à leur situation d'avant la crise. Secteur de l'agriculture, on sait tout ce qui est relié à la nourriture a bien performé pendant la crise. Les gens étaient à la maison, continuaient d'acheter de la bouffe, évidemment. Construction, ça, c'est un peu une surprise. Le secteur de l'habitation a été très fort. Je vais y revenir, mais c'est un secteur qui est surprenamment résilient. Tout ce qui est services financiers n'a quasiment pas connu de crise. Le secteur de la fabrication est à 99 % du niveau d'emploi. Ça aussi, c'est différent d'un secteur à l'autre. Mais si vous regardez en bas du graphique, il y a des secteurs qui ont beaucoup plus de difficultés. Secteur de l'hébergement, la restauration et information, culture et loisirs, c'est tout ce qui est événementiel, conférences, art et spectacle. C'est un secteur qui est durement affecté par les restrictions qu'on voit. Je vais vous donner un exemple, c'est le niveau d'emploi dans la restauration et l'hôtellerie. Probablement qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici là, qui sont dans ce secteur-là, mais c'est plus pour illustrer l'impact de la crise ou l'impact des restrictions. Ici, c'est le niveau d'emploi à partir du février 2020. Donc, février 2020 est égal à 100, puis après ça, on regarde la fluctuation de l'emploi.
quand vous voyez au début de la pandémie, si vous vous souvenez sûrement, on a fermé les restaurants, sauf pour la livraison. Ce secteur-là a perdu 50% des emplois. Donc, c'était un impact énorme. Donc, on le voit lorsqu'on impose des restrictions, on voit l'impact immédiat sur un secteur. Au cours de l'été, vous vous souvenez sûrement, on a permis aux restaurants de réouvrir avec certaines restrictions. Là, l'emploi est remonté à 86%. Donc, on est revenu très rapidement. Et la deuxième vague, on est obligé de refermer les restaurants et puis on a vu l'emploi diminuer. Pourquoi je veux vous montrer ça? Parce que c'est une récession qui est bien différente. Aussitôt qu'on impose des restrictions, on voit l'impact sur un secteur. J'aurais pu montrer les autres secteurs qui ont subi des restrictions. Ça revient toujours un petit peu à la même chose. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on enlève les restrictions, contrairement aux récessions précédentes, ces secteurs-là reviennent très rapidement. Parce que les gens ont de l'argent dans leur poche, on n'a pas détruit de la richesse pendant cette récession. En fait, les Canadiens, les Québécois ont plus d'argent dans leur poche aujourd'hui qu'il y en avait avant la crise. Donc, aussitôt qu'on enlève les restrictions, les secteurs rebondissent très rapidement et ça va avoir un impact là, sur nos prévisions pour cette année. Au niveau du secteur manufacturier, pour le Québec, on voit que les ventes sont plus élevées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la crise. On a connu une baisse significative durant le premier confinement, mais depuis ce temps-là, les ventes ont continué d'augmenter. C'est très différent d'un secteur à l'autre. Les produits de bois sont à 140%, donc ils sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'avant la crise. Le secteur immobilier à travers l'Amérique du Nord a vraiment performé très, très bien. Donc, la demande pour le bois d'œuvre a augmenté. Même chose pour la transformation des métaux. On a vu une augmentation, pas au même niveau, mais en tout cas une augmentation importante, et la transformation d'aliments. Donc, on voit que certains secteurs du secteur manufacturier qui ont bénéficié de cette crise-là, finalement. Il y a des secteurs que c'était difficile au début, mais ils se sont rattrapés. Par exemple, les produits métalliques ont connu une baisse importante, beaucoup à cause du secteur de l'automobile, et ils sont revenus un peu au même niveau qu'avant la crise. Il y a une exception pour le Québec, c'est le secteur de l'aéronautique. Vous ne serez pas surpris, on voyage très peu. Donc, la demande pour les avions, la demande pour les pièces et pour la maintenance a beaucoup diminué. Imaginez, ça c'est les chiffres là, les plus récents. Décembre, ils étaient seulement 59% des ventes de ce qui était avant la crise. Donc, c'est un secteur qui est très affecté par la pandémie. On le voit aussi au niveau des exportations. Nos exportations d'avions ont baissé de 17% l'année passée. Des pièces de turboréacteurs ont baissé de 32%. Même les simulateurs de vol, leur exportation ont baissé de façon importante. Par contre, dans certains secteurs, les exportations ont augmenté aussi de façon importante. L'aluminium de 22%. Regardez le bois d'œuvre, nos exportations ont augmenté de 40%. Et tout ce qui est relié à la nourriture, ici j'ai donné l'exemple de la viande porcine, mais j'aurais pu donner d'autres exemples. Tout ce qui est relié à la nourriture, les exportations ont explosé en 2020. Donc, on voit que la situation est bien différente d'un secteur à l'autre. En général, nos exportations ont baissé de 8% au Québec, surtout à cause de l'aéronautique. Au Canada, ils ont baissé de 11,8% à cause de l'aéronautique, de l'automobile et aussi du pétrole. Une surprise, c'est le secteur de la construction, de l'immobilier. Les mises en chantier ont augmenté de 5% au Québec l'an passé. Les ventes de propriétés au Québec ont augmenté de près de 15%. C'est une surprise parce que habituellement dans les récessions, le secteur de l'immobilier diminue, ce qui n'a pas été le cas en 2020. On a beaucoup cherché pourquoi. Les taux d'intérêt sont plus bas. Ça l'aide évidemment. 40% des Québécois ont travaillé de la maison, donc il y a des gens, selon nos sondages, qui ont cherché des maisons plus grandes parce qu'ils pensent que le télétravail va continuer. Donc ça, c'est une autre raison. Pour les gens qui ont perdu leur emploi, ce sont beaucoup les gens à faible revenu dans le secteur de la restauration, l'hébergement. Donc, ils n'affectent pas vraiment le secteur immobilier. Ça explique aussi. Mais c'est un peu unanime, je vous dirais, là, parce qu'habituellement, dans une récession, les gens ont moins confiance, donc ils vont moins dans le secteur immobilier. Mais ça n'a pas été le cas en 2020. Et ça ne sera pas le cas en 2021. Déjà, nos chiffres pour les premiers mois nous indiquent que 2021, ça sera une bonne année pour le secteur immobilier, tant au Québec qu'au Canada.
Donc, la reprise, elle est bien amorcée, mais elle n'est pas terminée. On voit là qu'il nous manque 130 000 emplois. Il y a des secteurs qui ne vont pas encore très bien, mais il y a des secteurs qui vont très bien. Donc, à quoi on doit s'attendre en 2021? Bien, en fait, oups, j'ai pesé sur le mauvais bouton, comme on dit. En fait, on est plutôt optimiste pour l'économie canadienne et l'économie québécoise. Au Canada, on s'attend à une croissance de plus de 5 ce qui est une croissance très forte pour l'économie. Donc, on est optimiste et je vais vous expliquer, il y a 5 raisons qui nous rendent optimistes. La première et la plus importante, c'est la vaccination. Le graphique ici vous démontre où est-ce que nous sommes rendus et comment on se compare avec d'autres pays. Il y a 14 des Canadiens qui ont été vaccinés jusqu'à maintenant. C'est beaucoup plus bas que certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les États-Unis sont à 43 le Royaume-Uni, c'est la moitié de la population. Ces deux pays-là produisent le vaccin, donc ils ont eu accès à des vaccins beaucoup plus rapidement que les autres pays. Ça explique pourquoi ils sont rendus si élevés. Cependant, la vaccination s'accélère, tant au Québec qu'au Canada. Donc, on s'attend qu'au début de l'été, tous les Québécois auront reçu au moins une dose de vaccin. Par la fin de l'été, la majorité des Québécois et des Canadiens auront été vaccinés. Donc, on s'attend à ce que, en fait, la vaccination est importante parce que la vaccination va permettre au gouvernement d'enlever les restrictions sur l'économie. Et on le voit, lorsqu'on enlève les restrictions, les secteurs reviennent très rapidement. Ici, je compare le secteur manufacturier canadien en rouge, la situation actuelle, et en bleu, la situation de la dernière récession 2008-2009. Vous voyez la différence. C'est pas une récession ordinaire, c'est une récession qui a été fabriquée pour combattre le virus. Donc, lorsqu'on enlève les restrictions, les secteurs reviennent très rapidement et c'est ce qui explique pourquoi on est optimiste par rapport à 2021. Une autre raison d'être optimiste, c'est que le prix des matières de base a continué d'augmenter. En jaune, vous voyez le prix du bois d'œuvre. Il est à 163 de son niveau d'avant la crise, donc c'est très élevé. On s'attend à ce que ça va rester comme ça en 2021, ça va commencer à diminuer en 2022 à partir du moment où est-ce que la situation va se stabiliser. Le prix du pétrole qui a beaucoup baissé revient tranquillement. Il est aujourd'hui plus élevé qu'avant la crise, donc ça va aider non seulement l'ouest du pays, mais ça va aider aussi les entreprises québécoises qui travaillent dans ce secteur-là. Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs entreprises dans le secteur de la fabrication qui fabriquent des pièces ou des équipements pour ce secteur-là. Donc, c'est déjà revenu au niveau d'avant la crise. Troisième raison de notre optimisme, c'est que les gouvernements ont beaucoup dépensé pour aider à la relance et ça va continuer en 2021. Le gouvernement fédéral continue d'avoir ses programmes. Le gouvernement du Québec a introduit un certain nombre de programmes. Ils vont accélérer 180 projets d'infrastructure qui vont stimuler la relance. Donc, et enfin, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont bas. Ils sont à un niveau historiquement bas. Ils vont demeurer bas probablement pour les 2 prochaines années. Donc, ça va aider aussi à la relance de notre économie. La quatrième raison pourquoi on est optimiste, en fait, ça vient des consommateurs. Le graphique que vous voyez, c'est le taux d'épargne. En 2019, les Canadiens avaient épargné 18 milliards. L'an passé, ils ont épargné 212 milliards. Donc, la différence est énorme. En fait, c'est un niveau record l'an passé. Et cet argent-là sera pas au complet, mais une bonne partie sera dépensée cette année et va contribuer à la relance. Donc, ils ont épargné, on a beaucoup épargné l'an passé. C'est pas surprenant dans les récessions, les consommateurs épargnent davantage. Et comme vous savez, il y avait beaucoup de restrictions. On pouvait pas voyager, on pouvait pas aller au restaurant, aller dans les bars. Donc, ça a contribué à l'épargne. Mais c'est une excellente nouvelle parce que la première année après chaque récession, les consommateurs ont tendance à dépenser davantage. Finalement, du côté des entreprises, les investissements reviennent. Ici, on fait, nous, un suivi des intentions d'investissement tous les trimestres. On voit que durant la crise, les intentions d'investissement étaient vraiment négatives, mais notre plus récent sondage démontre qu'on est revenu à la situation d'avant la crise. Donc, on s'attend à ce que les investissements des entreprises soient plus élevés. Donc, 5 facteurs qui nous permettent d'être optimistes pour 2021. On pense que ce sera l'année de la relance.
Il y a un risque à cette prévision et le risque, c'est la COVID-19. Nous sommes au début de la troisième vague, donc ça va ralentir un peu la relance. La vaccination, c'est la clé. On s'attend toujours à ce que la majorité des gens soient vaccinés cet été, mais s'il y avait un retard pour toutes sortes de raisons, et on a vu qu'il y a beaucoup de surprises dans la COVID-19, là, donc, s'il y avait un retard, bien, ça va retarder la relance. Aujourd'hui, on est toujours optimiste, on pense que la relance va se faire en 2021 et elle sera forte, surtout dans la deuxième partie de l'année. La dernière partie de ma présentation, c'est 4 tendances qu'on suit présentement. Il y aura, lorsque tout ça sera terminé, lorsque l'économie va revenir à sa situation normale, qu'on aura enlevé les restrictions, on s'attend à ce que il y a 4 choses qui vont avoir changé. Un, le commerce en ligne a littéralement explosé. C'est pas une nouvelle tendance. On vendait en ligne avant. Mais vous voyez ici, les volumes ont beaucoup changé. Si vous regardez, là, en février 2020, il y avait 1,6 milliard qui se vendaient en ligne au Canada. On est rendu à 3,5 milliards et on s'attend à ce que cette tendance-là va continuer d'être forte. Nos sondages auprès des consommateurs démontrent que les consommateurs vont continuer d'acheter en ligne. Beaucoup de Canadiens ont acheté en ligne pour la première fois au cours de la pandémie et ils ont aimé, donc ils ont vu les bénéfices et ils vont continuer de le faire là, au cours des prochains mois. Au Canada, on est un petit peu en retard de commerce en ligne comparativement aux États-Unis et à d'autres pays européens. Donc, on voit que cette tendance-là là, va juste prendre de l'ampleur. Deuxième grand phénomène, c'est le télétravail. 40% des Québécois travaillent de la maison aujourd'hui. Bon, à la fin de la crise, on ne pense pas que ce sera 40%, mais nos enquêtes démontrent que le télétravail est là pour rester. On ne reviendra pas en arrière. Pour deux raisons, beaucoup d'individus, beaucoup de travailleurs aiment travailler une partie de leur semaine à la maison. Et il y a vraiment eu un changement de perception de la part des entrepreneurs. Il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour le télétravail avant la pandémie, mais l'obligation de travailler de la maison au cours des derniers mois a fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ont réalisé des bénéfices, ou en tout cas, ils ont réalisé que c'était aussi efficace d'avoir des gens qui travaillent de la maison qu'à partir de leur bureau. Donc, on s'attend à ce que le télétravail va rester dans un équilibre un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Troisième grande tendance qui nous a surpris, c'est que malgré la crise l'an passé, malgré le ralentissement de l'économie, beaucoup d'entreprises ont investi en technologie pour réduire leurs coûts, pour devenir plus efficaces. Beaucoup d'entreprises ont vu leurs revenus diminuer et ils en ont profité pour investir en technologie pour réduire leurs coûts, améliorer leur efficacité, améliorer leur productivité. On voit ce momentum continuer en 2021. Il y a un engouement pour les investissements en technologie. Évidemment, il y a beaucoup d'investissements en technologie pour améliorer leur présence en ligne avec la transformation du commerce de détail, mais on voit aussi beaucoup au niveau des processus dans le secteur manufacturier. C'est un phénomène qui n'est pas unique au Québec ou au Canada. Je fais partie d'une table ronde des économistes en chef à travers le monde et on voit ce phénomène-là partout à travers le monde. La pandémie a, pour une raison qu'on comprend mal, a incité les entreprises à investir davantage en technologie. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit. Finalement, tendance qui revient, c'est le retour de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Dans notre plus récent sondage, 67% des entreprises québécoises nous disent qu'ils ont de la difficulté à recruter. Donc, c'est beaucoup plus élevé que pendant la pandémie. C'est plus élevé que dans le reste du Canada. Et la raison, c'est qu'on a un vieillissement de la population. L'an passé, 65%, 20% des Québécois avaient plus de 65 ans. Dans quelques années, ça sera 25%. Donc, le quart de la population auront plus de 65 ans. Et c'est ce qui explique pourquoi on a une diminution de notre bassin de travailleurs. Ici, on le voit bien. En bleu, vous voyez le bassin de travailleurs au Québec, des gens qui ont entre 15 et 64 ans. Il n'a pas augmenté et n'augmentera pas au cours des prochaines années. Alors qu'en rouge, vous voyez le niveau d'emploi. Le niveau d'emploi au Québec a augmenté de façon importante, surtout au cours des dernières années. L'économie performait bien. Donc, vous voyez là que ça creuse un écart.
Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Le taux de chômage est baissé à 4,5 avant la pandémie. C'est à cause de ce phénomène-là. Mais si vous êtes un gouvernement, vous êtes content. Si vous êtes une entreprise, bien, ça devient de plus en plus difficile de recruter. Et malheureusement, c'est un phénomène qui va continuer pour la prochaine décennie. Au cours de la prochaine décennie, beaucoup de baby boomers vont prendre leur retraite. Pas beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ce qui fait en sorte que notre taux de chômage va continuer de diminuer et ça sera de plus en plus difficile là, de recruter. Ce qui va rendre la situation encore plus difficile, c'est que l'immigration a ralenti l'an passé à cause de la pandémie. Tant au Québec qu'on voit en bleu qu'au Canada, on a reçu la moitié des immigrants l'an passé qu'on avait reçus en 2019 à cause de la pandémie. Ça sera la même situation cette année. Donc, on aura perdu 2 ans, si on peut dire, d'immigration, ce qui va rendre la situation de la pénurie de main-d'œuvre encore plus difficile. Donc, en résumé, 4 tendances qui vont façonner la reprise, beaucoup plus de commerce en ligne, plus de télétravail qu'on connaissait avant la pandémie. Les entreprises investissent beaucoup en technologie, ce qui est une excellente nouvelle, et ce sera le retour de la pénurie de main-d'œuvre à mesure que l'économie va s'améliorer. Donc, en conclusion, la reprise de l'économie québécoise, elle est bien amorcée. Plusieurs secteurs sont déjà retournés à la situation d'avant la crise et on s'attend à ce que 2021 soit l'année de la reprise. On devrait revenir à la normale là, dans tous les secteurs de l'économie à la fin de l'année, évidemment, si la vaccination se porte bien. Pour l'instant, on est optimiste. On pense que cette année, ce sera l'année de la relance. Donc, je vais m'arrêter ici. On a du temps pour des questions. Ça va me faire très plaisir de répondre à vos questions. Merci Pierre, c'était vraiment très riche en informations et vraiment bien vulgarisé et accessible pour en tout cas, moi, c'est pas un sujet qui m'est simple, donc merci beaucoup. Je vous informe que la présentation de Pierre va vous être partagée dans un courriel après la rencontre. Donc, c'est le moment de poser vos questions ou émettre vos commentaires. Je vous le rappelle de me signifier votre désir d'intervenir en indiquant votre nom dans le chat et je vais vous donner la parole. Vous aurez la chance de poser la question ou émettre votre commentaire vous-même. Alors voilà, sans plus tarder, je regarde si on a des questions. Oui, Nicolas Thuot. Bonjour Pierre, merci de la présentation. J'aimerais, je ne sais pas si tu as des prévisions au niveau du taux de change pour Canada, États-Unis, on est exportateur, là, puis en passant la compagnie Equiparc, manufacturier de mobilier urbain. Bonjour Nicolas, oui, c'est quelque chose qu'on suit évidemment de très près. Bon, comme vous le savez, le dollar s'est apprécié depuis 1 an. Il était avant la pandémie là, aux alentours de 75 sous. Il joue maintenant aux alentours de 79,80 sous. On pense que le dollar va continuer de s'apprécier cette année. Il devrait terminer l'année là en haut de 80, probablement 82, 83. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, le prix des matières de base augmente. Et ça, on est au Canada, on est des grands exportateurs de pétrole, de bois, de métaux, de minéraux. Donc ça a un effet à augmenter la valeur du dollar. En plus de ça, le dollar américain diminue. Il diminue parce que le dollar s'était apprécié au début de la pandémie. Le dollar américain demeure un refuge. Donc, lorsque ça va pas bien à travers le monde, il y a beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers les États-Unis. Et là, on voit l'effet inverse. À mesure que l'économie mondiale s'améliore, qu'on voit la lumière au bout du tunnel au niveau de la pandémie, eh bien, le dollar américain se déprécie par rapport à toutes les monnaies, incluant le dollar canadien. Donc, ces 2 effets-là qui travaillent dans le même sens vont faire en sorte que le dollar devrait continuer de s'apprécier tranquillement cette année et rebaisser en 2022. Les prix des matières de base devraient se stabiliser en 2022 là, et le dollar américain devrait arrêter de se déprécier. Donc, une augmentation d'ici la fin de l'année et un retour plus à la normale en 2022. Merci, Nicolas, pour la question. Pierre, je ne sais pas si je suis la seule, j'ai perdu ton visage. Je ne sais pas si en arrêtant le partage de
de ta présentation si on a perdu la caméra. Est-ce que là, vous me voyez? Moi, je te vois pas, mais il y en a qui disent que oui. Alors, c'est peut-être juste moi qui ai le problème. On continue comme ça. On a d'ailleurs beaucoup de questions. Daniel Béliveau. Daniel, ta question? Oui, bonjour. Daniel Béliveau. Je suis de plastique cellulaire poliforme manufacturier dans les fabrications de produits en plastique expansé. Donc, ma question, en fait, on voit l'augmentation du prix du bois incroyablement. Est-ce que cela va créer une espèce de baisse de la demande? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui avaient en projet de construction de nouvelles maisons, puis qui, là, reculent à cause de l'augmentation du prix. Donc, puis ma question est aussi vraie dans le prix du plastique, là, qui a une hausse incroyable. Est-ce que cela ne va pas créer une baisse de la demande et venir ralentir l'économie à cause que les gens vont reculer devant certains projets? En fait, oui, je suis d'accord avec votre prémisse. On pense que ces marchés-là vont se rééquilibrer. Le prix du bois est trop élevé. Il peut pas demeurer aussi élevé que ça. Il y a deux raisons qui font que le prix est élevé. D'abord, il y a une forte demande à travers l'Amérique du Nord pour les mises en chantier et la rénovation de maisons. Aussi, il y a une baisse de l'offre au début de la pandémie à cause qu'il y a eu des restrictions dans ce secteur-là. Mais on s'attend à ce que c'est un marché qui va se rééquilibrer en 2022. Donc, comme vous le dites, compte tenu que les prix sont aussi élevés, il y aura une baisse un peu de la demande. L'offre devrait s'ajuster. Quand les prix sont élevés, habituellement, on voit plus de produits sur le marché. Donc, en 2022, on devrait revenir à un équilibre là, qui est plus à long terme. Parce que là, le prix est tellement élevé, on peut pas imaginer que le prix va rester aussi fort pour les prochaines années. Donc, un rééquilibrage en 2022 qui va faire en sorte que le prix va revenir là, à des niveaux plus historiques. On pense aussi que le marché de l'habitation va se stabiliser. Le marché a augmenté de façon importante en 2020. Je vais vous donner un exemple. Le prix des maisons à Vancouver a augmenté de 20% en 12 mois. Il était déjà élevé. Ça a augmenté à peu près partout en Amérique du Nord. Donc, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas augmenter les prix des maisons de 20% chaque année. Donc, ça devrait se stabiliser, puis ça va avoir un impact sur la demande du bois. Donc, cette année, ça devrait continuer d'être élevé. En 2022, on s'attend que ça revienne un petit peu à la normale. Pour le plastique, c'est la même chose? Le plastique, je vais être honnête avec vous, c'est pas un produit qu'on suit autant que le bois, là. Pas que c'est pas important, mais il y en a beaucoup, donc on suit, par exemple, le bois, ça fait partie beaucoup des grandes exportations du gouvernement, pas du gouvernement, mais de l'économie canadienne. Donc, on suit le bois. Le plastique, je pourrais malheureusement pas faire de commentaire. Merci, Daniel, pour la question. Prochaine question, Michaël Lavoie. Oui, bonjour, merci Martine. Pierre, votre troisième point, vous parliez que les entreprises iraient beaucoup vers l'investissement dans les processus au niveau de la technologie. Est-ce qu'on va avoir... Moi, je vois aussi de mes clients, de mon côté, j'ai envie d'en faire des investissements. Je vois aussi mes clients qui ont envie d'en faire beaucoup. Est-ce qu'on va avoir les gens et les compétences pour être capable de répondre à cette demande-là? Très bonne question. C'est en fait la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté en général au Québec, après la reprise, ça va être la main-d'œuvre. La reprise n'est pas terminée, là. Il nous reste encore des emplois à récupérer. Mais une fois à la fin de l'été, là, le plus gros défi, ça sera de trouver de la main-d'œuvre. Et c'est encore plus vrai en technologie parce que c'est des emplois spécialisés et ça va devenir encore plus difficile. C'est un secteur technologique là, qui est en croissance. Au Québec, c'est un secteur qui a augmenté de 5% par année au cours des 5 dernières années. Il n'y a pas un autre secteur dans l'économie qui a augmenté autant que ça. Et on s'attend à ce que ça soit encore aussi vrai dans les 5 prochaines années. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui. Ça fait partie de tous nos processus que ce soit le secteur manufacturier, mais aussi le commerce de détail,
que dans tous les secteurs. Donc, il y a une forte demande et le plus gros problème de cette industrie-là, ça va être de trouver la main-d'œuvre. Il y a des entreprises qui commencent à embaucher à l'extérieur du Canada, donc ils vont, même s'ils sont installés ici au Québec ou au Canada, ils vont donner en sous-traitance une partie dans des pays comme l'Inde ou dans d'autres pays de l'Asie. Donc ça, c'est une des solutions, mais c'est clair que ça va être un défi important pour ce secteur-là. Ça va être d'avoir assez de main-d'œuvre pour répondre à la demande. Merci. Merci, Michael. Prochaine question de Bernard Gaudreault. Oui, bonjour, Bernard Gaudreault. Moi, je suis consultant en gestion d'infrastructure. Merci, c'est vraiment intéressant. Question, on dirait, là, avec la pandémie, comme il y a eu un shutdown planétaire, là, puis il semble avoir quand même beaucoup de défis en approvisionnement. Puis dans vos présentations, on sent pas que ça a eu d'effet, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques d'approvisionnement. Donc, y a-t-il un impact à prévoir sur la croissance future? Bonne question. Oui, bonne question. Et c'est vrai que j'en parle pas parce que le temps est toujours limité pour cette présentation-là. Je ne veux pas mettre trop de détails. J'en mets déjà beaucoup, je pense. Mais vous avez raison qu'il y a un défi d'approvisionnement dans plusieurs secteurs. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des secteurs il y a des entreprises qui sont au ralenti à cause de la COVID-19. Ils ont perdu des employés, par exemple, qui décident de ne pas travailler à cause de la COVID. Il y en a qui ont eu des éclosions de cas, donc qui ont été obligés la production est un peu moins élevée. Il y a aussi la pandémie a fait en sorte que l'économie a changé un peu. Il y a des secteurs que la demande est devenue très forte tout d'un coup, puis il y a des secteurs où la demande est moins forte. Par exemple, tout ce qui est alimentaire, c'est devenu très fort. Dans certains produits, les produits qui sont reliés au sport, on ne fournit pas à fabriquer des bicycles, des skis. Je parlais à un fabricant récemment là, dans une conférence comme ça de kayaks. Les autres, ils ne fournissent pas à faire des kayaks au Québec. Donc, la demande a vraiment changé très rapidement. Tout d'un coup, il y a des choses qu'on achète moins, puis tout d'un coup, il y a des choses qu'on achète beaucoup plus. Donc, ça prend un certain temps à la chaîne d'approvisionnement à s'ajuster. Donc, c'est ça qui explique les problèmes d'approvisionnement. En général, c'est pas un grand problème dans le sens que on sent pas que ça ralentit la croissance. Les entreprises sont assez créatives pour trouver des solutions où les délais sont plus longs. Mais on s'en va vers, on va rééquilibrer tout ça. Hein. Une fois que la pandémie sera terminée, là, ça va revenir à la normale. Les gens vont arrêter d'acheter des vélos, puis ils vont se mettre à voyager ou vont faire autre chose. Donc, on pense pas, nous, que c'est un enjeu, l'approvisionnement déterminant. L'enjeu, c'est les restrictions sur certains secteurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est un peu ça, l'ajustement en technologie. À partir du moment où il y a beaucoup plus de gens, de consommateurs qui achètent en ligne, il faut que les entreprises s'ajustent à ça parce qu'il y a vraiment un engouement pour l'achat en ligne. Donc, il y a des grands enjeux là, qui font en sorte que l'approvisionnement, c'est un enjeu, mais on ne l'identifie pas comme un enjeu là, dans les priorités, je vous dirais. Donc, c'est un enjeu qu'on verrait la fin lorsque ça va se stabiliser. C'est ça, exactement. Et on pense qu'en 2022, on va se rééquilibrer. Une fois que tout le monde sera vacciné, que toutes les restrictions seront enlevées, les gens vont se remettre à faire les activités comme ils faisaient avant, puis ça devrait se rééquilibrer un peu, là. OK. Quelque part en 2022, début, fin 2022? Bien, si la vaccination va comme prévu, ça devrait être au début de 2022. Parce que à partir du moment où la majorité des gens sont vaccinés, les restrictions vont disparaître. Et là, ça va faire que, encore là, il va y avoir un choc, je pense. Hein? On a beaucoup parlé du choc du début du confinement, où est-ce que tout le monde s'est en allé à travailler, où beaucoup de gens travaillent de la maison, etc. Mais là, il va y avoir un autre choc lorsque
centre-ville de Montréal va réouvrir, là, vous allez voir que les premiers mois, ça va être un peu chaotique parce qu'il y a des milliers de gens qui vont retourner travailler au centre-ville. Donc, ça va être un peu chaotique au début, mais ça va se stabiliser. Merci. On a Stéphane Hubert qui a une question aussi. Très belle présentation, merci. Merci au groupement aussi de nous avoir invités. Moi, j'ai un énorme, là, l'approvisionnement, ça s'en vient, mais là, l'énorme problème, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Vu que moi, j'ai des techniciens routiers, les salaires sont partis de 20 à 25. Là, on est rendu dans les 30, 32. Là, on est rendu dans les problèmes d'équité salariale. On est rendu en train de se dire pourquoi une personne est bureau et tout ça. C'est sûr que j'ai participé l'autre jour à un colloque là, avec Métier Plus là, pour emmener des personnes ici. Mais on parle de 8 à 10 mois avant d'avoir une personne d'un autre pays qui vient travailler chez nous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va s'en venir parce que c'est vraiment un gros problème. Même qu'un matin au meeting, on disait que peut-être qu'on va fermer un département. Parce qu'on n'est plus capable de suffire à ce qui est important pour nous. Sauf que l'autre département, c'est notre porte d'entrée chez les clients. Et là, au niveau stratégique, on est là-dedans. Là, c'est plus juste la main-d'œuvre, c'est les répercussions du manque qu'on avait. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle façon? Parce que au niveau informatique, ça, je m'en doutais, ou autre, ça va être ailleurs d'un pays. Mais moi, c'est des gens sur la route chez les clients, qui est un peu plus difficile à remplacer là, en télétravail ou autre. Ouais. En fait, je comprends tout à fait l'enjeu. Malheureusement, j'ai pas de solution facile à vous proposer parce que c'est un enjeu. L'enjeu, là, il est relié au vieillissement de notre population. Et la pandémie a accéléré les gens qui ont décidé de prendre leur retraite. Donc, à chaque année, il y a des baby boomers qui prennent leur retraite. Mais la pandémie a fait en sorte que, bon, il y a des gens qui ont dit, ah, ben, finalement, c'est peut-être un bon moment de me retirer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le bassin de travailleurs, il augmente plus au Québec, même que cette année, il devrait diminuer. Donc, c'est ça, l'enjeu fondamental, c'est ça. Comment on règle ça? Ben, comme je disais tantôt, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution facile. Il y a l'immigration. Il y a de retenir des baby boomers qui voudraient prendre leur retraite, puis peut-être que si on leur offre de travailler 3 jours semaine, ils pourraient rester. Il y a des entreprises qui font ça. Il y a regarder des bassins de travailleurs qui ont plus de difficultés à se trouver un emploi. Au Québec, là, les taux de chômage sont plus élevés chez les immigrants. Encore aujourd'hui, si vous êtes un immigrant, vous avez plus de difficultés à vous trouver un emploi que si vous êtes né au Canada. Donc, et il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont une bonne expérience, qui sont compétents, qui veulent travailler. Donc, c'est un endroit qu'on peut regarder. Il y a aussi des jeunes qui sortent directement de l'école. Ils ont plus de difficultés à se trouver un emploi. Là, je vous vois, je vois votre sourire. C'est sûr que quand on embauche quelqu'un qui sort de l'école, il n'est pas bien formé, il n'est pas formé, il n'y a pas d'expérience. Donc, ça prend plus de coaching, plus de formation. Mais comme entreprise, il va falloir faire ça parce que de plus en plus, ça va être le cas. Ça va être difficile de garder nos employés, ça va être difficile d'en embaucher, puis ça va être plus coûteux, comme vous l'avez mentionné. Fait que ça va être malheureusement la situation des entreprises pour les prochaines années. On propose aussi beaucoup, nous, d'investir en technologie, mais bon, c'est pas bon pour n'importe quel emploi. Comme vous dites, vos techniciens qui sont sur la route ne peuvent pas être remplacés par un robot. Pas encore, en tout cas. Peut-être dans 10 ans, ce sera le cas, mais pas pour l'instant. Donc, c'est pas une solution là, qui est pour tout le monde. Pour certaines tâches, on peut investir en technologie pour réduire notre besoin de travailleurs, mais évidemment, c'est pas le cas pour beaucoup d'emplois. Là. Vos techniciens, les camionneurs, on peut pas les remplacer par des robots. Donc, il va falloir être très créatif parce que malheureusement, ça va être avec nous, cette situation-là, pour un autre 10 ans. Imaginez. Dans 10 ans, il y a une vague de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont nous aider. Il y a un mini baby boom qui se fait. Les jeunes là, ont entre 8 et 12 ans. Dans 10 ans, ils vont être sur le marché du travail. Mais pour 10 ans, ça va être difficile. On est tous bouche bée devant le 10 ans. C'est court, mais c'est long. C'est très long, c'est très long. Et vous savez, au niveau de l'entreprise, c'est très difficile. Mais au niveau de l'économie, ça va ralentir la croissance. Hein. Là, on s'attend à une bonne croissance cette année. Une croissance, c'est l'année de la relance, selon nous.
Mais une fois qu'on va être rétabli, là, que la pandémie va être derrière nous, la croissance va être limitée au Québec et au Canada à cause de ce problème de pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas les seuls au Québec, hein, au Canada, c'est la même situation. Et dans les autres pays développés comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ils ont aussi la même situation. C'est que la structure de la population fait en sorte qu'il y a moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour remplacer des gens qui vont se retirer. Un sujet très intéressant, très d'actualité. Et juste pour terminer, pour vous encourager, dans 10 ans, 15 ans, 25% des Québécois auront plus de 65 ans. Au Nouveau-Brunswick, c'est 30% de la population qui auront plus de 65 ans. Donc, il y a des provinces encore pires. Donc, bon, c'est ça. Quand on se compare, on se console. C'est ça. Parfait. On a une autre question de Marc April qui a une question au sujet du chômage. Vous n'avez parlé, bonjour, merci pour votre présentation. Stéphane m'a un peu volé mon topo, mais vous parlez évidemment dans votre présentation qu'il y a une reprise attendue dans le secteur alimentaire et événementiel. Ça peut représenter quoi comme proportion de travailleurs qui vont retourner sur le milieu du travail, vont peut-être venir chercher des emplois qu'on a créés chez nous et ailleurs temporairement. Donc, est-ce qu'on peut prévoir, ça va être difficile probablement dans le secteur alimentaire et événementiel de récupérer une partie de leurs bons travailleurs. Cependant, nous, on ne veut pas perdre les gens qu'on a embauchés. Vous voyez quoi, ça? Mais moi, je pense qu'il y a environ là, 110 000 emplois qui vont être créés dans le secteur de la restauration, de l'hébergement et de l'événementiel, une fois que les restrictions vont être enlevées. Et je pense que ça va être très difficile pour la restauration, par exemple, de récupérer leurs travailleurs. Comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de faire autre chose et ils ont eu l'opportunité pendant la pandémie de se réorienter. Il y a même un programme du gouvernement du Québec pour aider les gens à se réorienter, ce qui n'est pas négatif en soi. On ne peut pas empêcher les gens d'améliorer leur sort. Vous savez, la rémunération dans la restauration, l'hébergement, c'est pas très élevé, mais ça va poser un problème parce que quand tout va être réouvert, les restaurants vont avoir de la difficulté à se trouver des travailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est déjà le cas dans certaines régions. Vous savez, au Québec, là, bon, après l'annonce d'hier, c'est un peu moins vrai, mais il y a des régions au Québec qui avaient réouvert leurs restaurants et beaucoup d'endroits, il y avait déjà de la difficulté à trouver des travailleurs. Donc, imaginez que cet été, là, on est tous vaccinés puis qu'on rouvre les restaurants partout au Québec. Ça va être tout un défi pour plusieurs de se trouver des travailleurs. Surtout, comme je le disais tantôt, l'immigration a diminué de moitié à cause de la pandémie. Donc, cette année, ça ne sera pas facile. Vous savez, dans la restauration, c'est beaucoup des nouveaux arrivants. Donc, ça ne sera pas facile cet été. L'an prochain, le gouvernement fédéral veut doubler l'immigration. Ils ont un objectif là, de 1,2 million sur 3 ans. Donc, c'est le double de ce qu'on acceptait avant, mais ça ne sera pas avant 2022 à cause de la pandémie. Donc, cette année, pour répondre à votre question, il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup de difficultés à récupérer leur nombre de leurs travailleurs dans certains secteurs. Merci. Une autre question de François Thibault. Oui, bon matin tout le monde. Merci Pierre pour cette conférence, c'est bien intéressant. Moi, je regarde là, les nouvelles régulièrement, puis je me dis, avec toute cette clientèle étudiante actuellement qui voit ses horaires chamboulés, sa présence en classe partielle, sa stimulation à travailler par eux-mêmes à l'ordinateur en télétravail pour faire leurs études, je me dis, on en a, au niveau de l'économie, on en a pour 10 ans à subir le contre-coup de ces jeunes-là qui vont arriver probablement moins préparés au marché du travail, moins formés, peut-être en ayant acquis par contre une capacité, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je dis là, mais qui vont quand même avoir acquis une capacité de l'autotravail que peut-être dans le passé ou avant les gens n'avaient pas, mais qui vont avoir quand même beaucoup moins assimilé, je crois, de matière
et vu le programme beaucoup plus difficilement, de la première année à aller à l'université pendant les 2 ans, probablement les 2 ans que la pandémie va durer. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bien, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse. Je pense que j'avais raison que pour les jeunes, c'est une période très difficile et on ne sait pas encore quel sera l'impact là sur justement quand ils vont atteindre le marché du travail. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que les gens s'ajustent et ils vont s'ajuster au cours des prochaines années là lorsqu'ils vont rentrer sur le marché du travail, ils vont être capables je pense, d'être performants. Le marché du travail va changer. Il a déjà changé, mais il va continuer de changer. On pense qu'il y aura beaucoup plus de télétravail. Il y aura beaucoup plus d'immigration parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, comment les jeunes vont se comporter, je ne sais pas. La bonne nouvelle pour les jeunes, vous savez, là, je regarde les visages, on est tous un peu plus âgés que les jeunes qui sortent de l'école. Moi, quand je suis sorti de l'université, là, au Québec, le taux de chômage était 14 pas facile de se trouver une job. Aujourd'hui, là, avant la pandémie, le taux de chômage était 4,5 Il y aura une pénurie de main-d'œuvre. Les jeunes vont avoir un emploi toute leur vie. Donc, ils sont dans une génération qui n'aura pas de préoccupation pour se trouver un emploi. Il va y avoir des opportunités assez extraordinaires du marché du travail. Bon, leur défi, ça va être de payer le système de la santé parce qu'on vieillit beaucoup, puis il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées qu'avant. Donc, ça sera leur défi. Là. Je ne sais pas comment ils vont y arriver. Mais au niveau, là où ils vont bénéficier de la situation, c'est qu'ils vont arriver dans un contexte où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour eux sur le marché du travail. Est-ce que la pandémie va avoir changé leur motivation, leur capacité? Moi, je pense que les gens sont résilients, ils vont trouver une façon. Ça va aussi être aux employeurs de bien les encadrer, de bien les former, parce qu'il y aura peut-être des lacunes à certains égards. Là. Mais je pense qu'ils sont. Moi, je suis assez confiant de ce côté-là. Je pense qu'ils vont être résilients. Merci. On a un commentaire aussi de Nicolas Thuot qui dit que bon nombre d'emplois dans 10 ans n'existent pas encore. Et d'autres emplois vont disparaître aussi avec l'intelligence artificielle, la robotisation. Fait que le marché du travail va se redéfinir beaucoup dans les prochaines années. Oui, et c'est un très bon commentaire. C'est une des inquiétudes des économistes, c'est que, en fait, il y a une grande transformation technologique là, qui est déjà amorcée, comme vous savez, depuis quelques années, mais qui va s'accélérer. Et dans les transformations, il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte. Et les gens qui vont en bénéficier, ce sont des gens qui sont bien formés, qui sont capables de travailler avec la technologie, qui sont capables de s'ajuster. Mais les gens qui seront laissés pour compte, c'est des gens qui ont peu de formation, peu de capacité à travailler avec la technologie. Et ces gens-là vont avoir de la difficulté à rester sur le marché du travail. Bon, si vous êtes jeune, vous pouvez toujours vous former, puis beaucoup de gens, les jeunes sont tous sur les réseaux sociaux, etc. C'est un peu plus âgé, c'est un peu plus compliqué. On le voit même chez nous, à la banque, il y a des directeurs de compte plus âgés qui ont de la difficulté à s'adapter aux nouvelles façons de faire. Là. Chez nous, tout le monde a un iPad lorsqu'ils visitent un client. Ils ont de l'information en temps réel sur leur iPad. Mais il y a des gens qui ont de la misère à s'ajuster à ça. Et je suis persuadé que c'est pas unique chez nous. Là. Donc, la transformation technologique va avoir un impact sur le marché du travail. Encore une fois, c'est ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui s'adaptent rapidement, ceux qui sont bien formés, qui ont de la facilité à utiliser la technologie. Malheureusement, il y aura une catégorie de travailleurs qui ça va être plus difficile. Il nous reste 15 minutes, donc je vous encourage à me mettre vos questions dans le chat. Steve Bissonnette, je crois que ta question elle a été posée ou volée par François, c'est ce que je comprends? Oui, François avait posé une question directement en ligne avec vraiment un bon questionnement. Là. Mes 2 enfants, cégep, université, puis mettons que c'est pas évident
de voir la formation qu'ils ont comparativement à ce que ceux qui étaient là avant ou les prochains, de la formation en ligne, c'est pas en toute la même affaire. J'ai une grosse inquiétude à voir qu'est-ce que ça va donner sur le marché du travail. Puis il y a beaucoup de décrochage aussi. Je ne sais pas si le décrochage, c'est quelque chose qui a été étudié à ce niveau-là, les répercussions de ce décrochage-là. C'est un peu en ligne avec ce que tu disais, Pierre, il y a quelques minutes, là, à ce niveau-là. Oui, mais en fait, le décrochage, comme je disais tantôt, le plus important, c'est qu'il y ait une formation qui va leur permettre là, d'être confortables avec la technologie. Donc, malheureusement, ceux qui décrochent, ils se privent un peu de cette formation-là. Mais aujourd'hui, il y a plus de possibilités de retourner aux études. Donc, c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était avant et de se reformer aussi. Mais c'est clair que les gagnants, ça va être ceux qui vont avoir une bonne formation parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour ces gens-là. Merci, Steve, pour ton commentaire. On a reçu beaucoup d'autres questions. La prochaine serait à Daniel Lachapelle. Oui, c'est une question plutôt large, mais merci pour la présentation, M. Clérou. C'était très éclairant. Comment pensez-vous que dans le temps, nous allons réussir à rembourser tous ces déficits commerciaux qui sont mondiaux et non pas seulement canadiens ou québécois? Ça va nous frapper en quelque part. En fait, c'est une excellente question. C'est une question que j'ai régulièrement. D'abord, la bonne nouvelle pour le Québec et le Canada, c'est que surtout, on était dans une bonne position avant la crise. Je vais prendre l'exemple du Canada. Notre taux d'endettement sur le PIB était de 30%, ce qui était le plus bas taux de tous les pays du G7, les pays les plus développés. Donc, on est parti avant la crise là, avec peu d'endettement. Merci au gouvernement précédent. Et sans faire de politique, c'est Paul Martin, Jean Chrétien qui ont commencé. M. Harper a continué dans la même veine. Ils ont réduit beaucoup la dette du Canada. Donc, on est rentré dans la crise avec un taux d'endettement bas. Et là, le gouvernement en place a décidé de dépenser beaucoup d'argent, comme il y a beaucoup de pays à travers le monde qui l'ont fait, pour rendre la situation plus facile aux individus et aux entreprises. Et ça a marché parce qu'on a eu une crise moins forte ici qu'ailleurs. Là, notre taux d'endettement est rendu à 50%. Donc, on est passé, vous êtes des gens d'affaires, on est passé de 50 à 30, de 30 à 50% dans un an. Donc, c'est énorme comme taux d'endettement. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore le plus bas avec l'Allemagne. Donc, notre taux d'endettement, c'est 50%. L'Allemagne, c'est 50%. La France, 80%. Les États-Unis, 100%. Le Japon, 250%. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore relativement dans une bonne situation. Donc, je vous dirais que c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que, en fait, le taux d'endettement, le taux d'intérêt sont bas, donc c'est pas si grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'il faudra s'améliorer avant la prochaine récession. On ne sait pas quand ça sera, la prochaine récession, mais pour être capable d'avoir un impact positif durant la récession, il faut avoir une capacité d'emprunter. Et ça, il faut que tu aies un taux d'endettement pas trop élevé. Donc, le défi des gouvernements, ça sera d'améliorer leur situation avant la prochaine récession. Moi, je pense qu'ils vont le faire à long terme. Donc, la philosophie de réduire, là, de revenir à l'équilibre budgétaire rapidement, on n'entendra plus ça. Tous les gouvernements vont nous dire que ça va prendre du temps. D'ailleurs, le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, a dit qu'ils vont le faire en 7 ans. L'Ontario, M. Ford, qui était plutôt conservateur, il a dit qu'il va le faire en 10 ans. Et le gouvernement fédéral ne l'a pas dit encore. Il y a un budget bientôt, probablement qu'ils vont annoncer qu'ils vont le faire à long terme. Donc, une différente philosophie. On va prendre beaucoup plus de temps pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et comme économiste, je pense que c'est important de revenir à l'équilibre budgétaire pour avoir une marge de manœuvre pour la prochaine récession. Mais on va s'habituer à vivre avec un taux d'endettement plus élevé. Puis les gouvernements, là, les partis politiques qui vont nous dire que c'est pas grave d'avoir un déficit puis une dette. Vous allez voir, d'après moi, là, c'est ça qui va expliquer, qui vont expliquer dans les prochains mois. Donc,
La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans une position critique comme certains pays à travers le monde, mais il va falloir se discipliner parce que lorsqu'il y aura une autre récession, ben, c'est mieux d'être dans une situation où ce que tu peux dépenser que d'être dans une situation où ce que tu peux pas dépenser, tu peux pas aider les gens ou les entreprises de ton pays. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci, mais j'ose espérer qu'ils ne viendront pas chercher, en tout cas, j'espère, dans les poches de tous les entrepreneurs qu'on est quand même assez taxés ou dans les poches personnelles des gens qu'on sait que notre niveau d'impôt est quand même assez élevé au Canada. Mais c'est un vase communicant, je pense, d'une certaine manière. Mais moi, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Je pense que les gouvernements, dans les prochaines années, vont mettre l'emphase sur la relance. Et augmenter les impôts, ça serait vraiment contre-productif. Donc, je pense que là, pour au moins les 2, 3, 4 prochaines années, on ne verra pas d'augmentation d'impôts. On va plutôt voir des gouvernements qui vont nous expliquer qu'ils vont faire ça à long terme. Et je pense que ça va être plutôt ça. Merci. Merci, Daniel. François Thibault qui se demandait comment les jeunes cégep universitaires vont moins bien performer en arrivant bientôt chez les employeurs. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, François, à ce niveau-là? C'était juste une prolongation de ma question auquel Pierre a répondu. C'est un commentaire, c'est que dans le fond, dans l'immédiat, dans les 3 ou 4 prochaines années, les gens les plus scolarisés, là, ceux qui sont pratiquement sortis qui vont sortir du système scolaire, vont arriver avec des années qui vont avoir été partiellement remplies, en fait, de contenu pédagogique. C'est ça que je veux dire, là, je crois. Là. Donc, les entreprises vont avoir à vivre avec ça, en plus de la pénurie de main-d'œuvre pour les diverses raisons que vous avez mentionnées aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que vous avez raison. Je pense que ça sera aux entreprises, malheureusement, de combler, de pallier ça par de la formation à l'intérieur de l'entreprise ou extérieure. Mais on n'aura pas le choix de les embaucher parce qu'on va avoir de la difficulté à recruter. Fait que... Merci, François. Pierre Leblanc, qui a une question fort intéressante sur les faillites. Oui, bien, essentiellement, moi, je vois les syndics de faillite. Donc, je vois les taux dans le reste du Canada qui ont baissé d'environ, dépendamment des provinces, jusqu'à 35 %. Mais au Canada, au Québec, on a baissé de 50 % le nombre de faillites depuis 1 an. On voit que les économies ont augmenté, mais le taux d'endettement demeure au taux de 170 % qui est quand même élevé. C'est quoi les prévisions là, par rapport à ça avec tout ce qu'il y a comme reprise? Est-ce qu'on va rester au niveau qu'on était dans les années début 80 ou on va revenir à ce qu'on pouvait être avant la pandémie? C'est une excellente question. On s'est beaucoup posé la question chez nous parce que, en fait, c'est inhabituel. Hein. Il y a moins de faillites l'an passé, en 2020, qu'en 2019. En 2019, on avait une bonne année économique. Donc, c'est un peu surprenant. La réponse qu'on a trouvée, nous, c'est des programmes gouvernementaux. Il y a un programme au gouvernement fédéral qui a été très utilisé, c'est la subvention salariale pour aider les entreprises. Donc, c'est une subvention, c'est pas un prêt. Beaucoup d'entreprises se sont servies de ça pour... Et c'était ça l'idée aussi, là. Je dis pas ça négativement. Ça a aidé beaucoup d'entreprises à rester à flot pendant la récession et ça a contribué à diminuer le nombre de faillites. Donc, c'est la raison qui explique pourquoi on a eu moins de faillites en 2020. Ce programme-là va cesser cette année. À mesure que l'économie revient, les programmes vont disparaître. Donc, on s'attend à ce que 2021 ne sera pas probablement le niveau de faillite va rester bas, mais 2022, on devrait revenir à des taux qu'on avait auparavant. Est-ce qu'il y aura plus de faillites cette année à la fin des programmes? C'est une bonne question. On essaie de comprendre ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des liquidités. Le taux d'endettement, vous avez mentionné, a beaucoup augmenté. Mais en même temps, le niveau de liquidité des entreprises a augmenté. Donc, on comprend que beaucoup d'entreprises se sont endettées, mais qu'ils ont gardé ces montants-là pour passer à travers la crise, puis ça s'est mieux passé que prévu. Donc, les entreprises ont beaucoup de liquidité en général.
Donc, on pense que ça va au moins revenir à la normale. Donc, le niveau de faillite va augmenter là, comparativement à 2020. On ne pense pas qu'il y aura un boom de faillite parce qu'on pense que les entreprises se sont ajustées, l'économie revient, beaucoup de secteurs sont revenus à la normale, mais c'est clair que ça ne demeurera pas bas comme en 2020 parce que beaucoup d'entreprises ont été aidées par les programmes qui vont disparaître cette année-là. OK. Même chose pour les particuliers? Oui, les particuliers, vous avez raison aussi, les taux de faillite ont baissé. Le taux d'endettement a baissé des particuliers. Il a baissé significativement. On est revenu à 2015 au niveau du taux d'endettement. Donc, probablement qu'au niveau des faillites, ça sera pas très élevé cette année. Ça va probablement revenir à la normale en 2022, là. Mais cette année, on ne s'attend pas, ça ne sera pas très élevé cette année. Merci. Merci, Pierre. On a une autre question de Serge Pilon. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Tantôt, on a parlé de bois d'œuvre. Moi, je suis dans l'acier. Est-ce qu'il y a des... Puis l'acier, définitivement, qui a beaucoup augmenté. Donc, c'est quoi la tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti là-dessus à long terme? Oui. En fait, une plus forte demande que prévue cette année dans l'acier a fait augmenter les prix. On s'attend, nous, que ça va demeurer élevé en 2021, mais que ça va revenir à la normale en 2022. Une fois que l'économie sera stabilisée, on s'attend que ça va revenir plutôt à la normale en 2022. Ça n'a pas augmenté autant que le bois d'œuvre, mais ça a augmenté quand même d'une façon assez importante. Mais cette année, ça va continuer d'être élevé. Mais en 2022, on devrait se retourner vers une stabilité de ce côté-là. OK, merci. Merci. Une question de Robert Haché qui devrait intéresser nos participants qui nous viennent de l'Europe. Oui, bonjour. Moi, j'ai ouvert une entreprise à Toulouse en 2019. Je l'ai comme mis à la glace en 2020, étant donné principalement mon plus gros marché, c'est l'aéronautique. Avec le Brexit, comment voyez-vous la sortie de l'Europe de la crise? Parce qu'on a parlé beaucoup des États-Unis et du Canada, mais un peu de l'Europe. Puis j'aimerais savoir quand est-ce que ça va être le bon moment de recommencer à réinvestir en Europe. Je pense que 2021 sera aussi une année plus positive que 2020, mais on ne s'attend pas à une croissance aussi élevée qu'en Amérique du Nord. La pandémie a été plus difficile en Europe. Et ils sont en retard sur la vaccination, à l'exception de l'Angleterre. Il y a eu, d'abord, dans la plupart des pays européens, là, comme la France, ils ne produisent pas de vaccins, donc ils sont dépendants des autres et ils ont pris du retard dans la vaccination, donc ça va retarder la relance. Donc, ça devrait être plus en 2022 où est-ce que l'Europe va reprendre du poids de la bête. Et ça va concorder avec, nous pensons qu'en 2022, l'aéronautique va vraiment revenir en force. En 2022, là, la majorité des gens devraient être vaccinés dans les pays développés, peut-être même dans les pays moins développés, là. Donc, l'aéronautique va revenir vers la fin de l'année. 2022, ça devrait s'accélérer. Fait que l'Europe, on pense que ça va être plus 2022 que, comme l'Amérique du Nord, 2021. C'est presque la fin de notre conférence. On a épuisé les questions. J'en aurais peut-être une dernière en conclusion, justement. Ce qui nous arrive, ce serait triste de ne pas tirer des leçons. Donc, Pierre, à ton avis, c'est quoi les leçons à tirer de la présente pandémie? Bien, il y en a quelques-unes. D'avoir une situation d'encaisse en santé. Je pense que ça a beaucoup contribué à la résilience des entreprises. On a vu aussi, puis là, évidemment, chaque récession est différente, mais les entreprises qui ont mieux performé l'an passé, c'est les entreprises qui avaient adopté plus de technologie que les autres. Donc, la technologie a vraiment eu un impact positif sur les entreprises. Bon, la prochaine récession sera probablement pas reliée à un virus, mais je dirais que les deux leçons, même si on avait connu des bonnes années économiques, il ne faut jamais perdre de vue que
faut avoir quand même une situation financière en santé parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Le coronavirus est un bel exemple. Non seulement c'est arrivé, mais si vous vous souvenez, c'est arrivé extrêmement rapidement. Dans l'espace d'une semaine, les marchés sont fermés, il y a eu des restrictions sur certains secteurs. Donc, il faut être en bonne santé financière. Deuxièmement, comme je le disais, la technologie. Moi, je pense que c'est vraiment un élément déterminant pour les prochaines années, mis à part les récessions, là. Nos études démontrent que les entreprises qui performent le mieux en termes de croissance des revenus, des profits, ce sont les entreprises qui adoptent plus de technologie, qui investissent plus en technologie. Donc, je pense que c'est une des leçons à retenir aussi. Super, merci. Pierre, merci. C'était tellement généreux, plein d'informations, plein de bons trucs à retenir. On n'aura pas la chance de faire un je repars comment à la façon groupement, mais si vous avez envie de dire merci ou de nous communiquer votre marquant dans la boîte à chat, gênez-vous pas pour le faire. Merci à Pierre encore une fois, c'était très stimulant, puis c'était quand même rassurant d'avoir cette information-là, bien que personne n'ait une boule de cristal. Je vous invite à vous rendre sur le site du groupement, le site web, pour vous inscrire aux autres rencontres qui vous sont offertes, dont une sur le télétravail le 13 avril prochain, un nouveau mode de gestion et d'entrepreneurship. Je vous rappelle que vous allez recevoir d'ici demain par courriel le lien vers l'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui pour ceux qui souhaitent en faire profiter, vos employés, vos amis entrepreneurs. On va recevoir aussi la présentation de Pierre, un lien vers le coffre à outils de la BDC pour des entrepreneurs et un questionnaire d'évaluation de la rencontre. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. Vous avez posé des questions fort enrichissantes qui ont permis de rendre l'événement encore plus intéressant. Merci à tous. Bonne journée.